d'avoir rejoint pour cette rencontre avec Eric Arnold-Burski et le partenariat, l'aide, en tout cas la présence aussi de l'UMERA, puisqu'il est en résidence à l'UMERA. Et ce moment de présentation sur ce projet complètement étonnant qui va voir le jour. Juste avant de démarrer, un petit rappel sur les conditions particulières des temps publics. Donc, je vais vous demander de garder le masque pendant cette rencontre. Et si à la fin il y a des questions aussi, s'il vous plaît, de garder le masque au moment où vous posez des questions avec le micro, puisque le micro est circulé. Voilà, je vous souhaite une bonne rencontre. Pascal, tu veux dire un mot? Bonsoir, merci à vous d'être venus ici. Merci aux physiciens de l'IRFE d'être présents ici ce soir. Ils se présenteront eux-mêmes tout à l'heure. Merci au FRAC, notre partenaire, qui a accepté d'accueillir cette présentation du projet Genèse. Donc, je vais juste vous dire un petit mot sur l'IMERA, qui est l'institut qui a accueilli donc, une étape de recherche de ce projet artistique. L'IMERA est un institut d'études avancées, celui de l'Université d'Aix-Marseille. Donc c'est un lieu qui est destiné à accueillir en résidence à Marseille des chercheurs extérieurs, des chercheurs internationaux généralement, qui viennent pour 5 ou 10 mois dans l'Institut pour travailler avec des chercheurs et les milieux culturels de la région d'Aix-Marseille. Quand je dis qu'ils viennent 5 ou 10 mois, ils habitent pendant 5 ou 10 mois dans l'Institut qui se trouve sur le site de l'ancien observatoire d'astronomie de Marseille. Donc je pense que ça parle un peu à tout le monde. On est dans une partie du parc Longchamp et je pense que les résidents ne s'en plaignent pas. Donc dans cet institut, nous avons la particularité d'accueillir à la fois des scientifiques et des artistes que nous considérons tous comme des chercheurs qui explorent le réel chacun à leur manière et qui ont des méthodes de recherche, des finalités, des protocoles différents, des objectifs bien sûr différents, mais qui peuvent néanmoins confronter justement leurs approches sur des objets qu'ils partagent. Donc si l'IMERA a accueilli en résidence Eric Arnold-Burski, après qu'il ait déposé un dossier de candidature, c'est parce qu'il nous a expliqué qu'on a travaillé dans l'objectif d'une création sur une étape de recherche concernant un vortex liquide de 7 mètres de haut. Et il se trouve que le laboratoire qu'il avait repéré comme intéressant pour lui, l'IRFE, a manifesté tout de suite de l'enthousiasme pour ce projet qui venait toucher des questions que eux-mêmes travaillaient. Mais je vais les laisser l'expliquer eux-mêmes, ils l'expliqueront bien mieux que moi. Et le but pour nous de faire entrer les artistes dans les laboratoires, c'est de permettre la rencontre de ces approches différentes, de voir comment ça fait bouger un petit peu les lignes du regard que chacun porte sur son objet, la façon dont il le travaille. Voilà, donc je vais laisser la parole à Eric Arnold-Burski, que je remercie aussi de nous présenter ce beau projet, et ensuite aux physiciens qui vous expliqueront tout ça mieux que moi. Bonne soirée. Bonsoir et merci d'être venu, j'arrive. Donc avec moi ce soir il va y avoir plusieurs personnes, donc Benjamin Favier, Michael, Patrice, Daphné qui doit être quelque part, Pascal qui était là aussi. Donc c'est l'équipe avec qui je travaille à l'IRFE pour présenter un peu juste d'où je viens. Donc normalement je viens de la danse, donc je crée des spectacles de danse. Depuis quelques années, je crée toujours des spectacles de danse, mais depuis quelques années, il y a eu une évolution dans mon travail et je crée aussi des pièces où il n'y a pas d'interprète vivant. J'ai créé une pièce où l'interprète était la lumière, donc c'est des rayons de lumière qui se déplacent dans l'espace, un peu comme ça. Et en fait, sur ce projet-là, au départ, j'avais commencé à travailler avec des danseurs et je voulais avoir un peu ce type de lumière. Et en commençant à travailler le mouvement de la lumière, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un interprète, qu'il y avait déjà un danseur, qui était la lumière. Et du coup, j'ai enlevé les interprètes vivants pour regarder plus que ça. Et c'est devenu un projet qui évoque la question du vide, qui évoque la question de l'immatériel, et avec une particularité qui est que la lumière, c'est un objet qui en même temps est tangible et intangible. Et dans ce projet-là, les gens ont l'impression d'être touchés par elle, physiquement. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'on a l'impression d'être touché par de l'immatériel. Et c'est une sensation qui est physique. On a l'impression d'être caressé par la lumière,
de l'avoir autour de soi, c'est quelque chose qui est assez fort. Je travaille aussi beaucoup sur la notion de contexte, comment on accueille les gens, où on les accueille, dans quel cadre ça prend place. Par exemple, dans ce projet, quand les gens arrivent, on leur propose de s'allonger par terre et on leur demande d'enlever leurs chaussures avant de rentrer. Et ça paraît un peu anecdotique. Mais par exemple, le fait d'enlever les chaussures, en fait, on change la relation de pouvoir entre les gens. C'est qu'on a joué par exemple à Orléans, il y a le député qui est venu, et donc le théâtre me disait mais on va garder ses chaussures, et je disais non, il va surtout enlever ses chaussures, comme tout le monde, parce qu'en fait, au moment où on enlève ses chaussures, socialement, on n'est plus la même personne. Si vous imaginez, tout à l'heure, il y a l'intervention d'Emmanuel Macron, imaginez si Emmanuel Macron faisait l'intervention en chaussettes. En fait, il n'est plus président de la République à ce moment-là. Il devient juste une personne parmi les autres, et du coup, avec quelque chose qui est aussi simple que ça, on rééquilibre les relations de pouvoir entre les gens. Et le fait de leur proposer de s'allonger, ce qui en fait est impossible de refuser, parce qu'on est dans un contexte qui est social, dans un théâtre, donc c'est une proposition mais à laquelle on ne peut pas refuser. Ça permet aussi implicitement aux gens de saisir que c'est un espace où il va être possible de faire autre chose, parce qu'on leur dit aussi que c'est possible de se déplacer tout de suite, sauf que personne ne le fait, parce qu'on est en groupe, on a peur de gêner les autres, donc il y a un petit temps d'appréhension, et après les gens se saisissent de l'espace, et donc c'est un projet où les gens commencent, il y a des groupes où les gens vont danser, il y a des groupes où les gens vont s'allonger par terre, ils vont se déplacer, ça dépend beaucoup des groupes. Donc ça c'est des choses qui sont importantes pour moi, parce que ça touche à la notion de liberté pour le spectateur, et de ce qu'il va s'approprier, et c'est aussi quelque chose qui est très proche de la notion d'expérience, qui est centrale dans mon travail. Et en fait, c'est une vision qui est presque antique du spectacle. C'est enfin, aux origines un peu du théâtre. Chez les Grecs, cette notion d'expérience, on venait pour avoir une transmission des mythes, pour faire partie d'une communauté, pour être transformé. Et ça, c'est quelque chose qui est encore quelque chose qui est essentiel pour moi, avec la différence, c'est que je n'ai pas de mythe à transmettre. C'est plus un espace où les gens peuvent se saisir de qui ils sont et expérimenter à travers ça. Dans le projet donc sur lequel on a collaboré, c'est un projet qui s'appelle Genèse. C'est un projet sur la notion d'origine qui, pour moi, a un endroit qui est particulier. C'est la notion d'origine de l'univers. Cette origine de l'univers, aujourd'hui, à travers la science, on en a une notion assez claire, qui est la théorie du Big Bang, qui est une théorie qui est incomplète, mais qui fonctionne dans le sens où elle est prédictive. On arrive à prévoir ce qui va se passer grâce à cette théorie-là. Mais ce qui est très particulier, c'est que c'est une théorie qui permet de retracer ce qui s'est passé donc de l'origine jusqu'à aujourd'hui pendant 13 milliards d'années. Mais au moment où on va arriver, au moment où ça s'est passé, donc à ce qui serait pour nous le temps zéro de l'univers, la théorie s'effondre. C'est-à-dire que l'univers a des conditions de température et de densité qui sont telles que la physique, notre physique, qui fonctionne pendant des milliards d'années, à ce moment-là, elle cesse de fonctionner. Et donc, on a une théorie de l'origine qui explique à peu près tout ce qui s'est passé depuis l'origine, mais pas l'origine. Et il y a un mystère, en fait, qui est très beau là-dedans, dans le sens que, aujourd'hui, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'origine de l'univers. Et on n'a pas de moyen de savoir ce qui s'est passé, on n'a pas de moyen non plus de savoir ce qui s'est passé avant l'origine de l'univers, en fait, avant le Big Bang, qui probablement n'était pas une origine, mais on a une espèce de barrière qui est pour l'instant insurmontable. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez vertigineux, dans le fait qu'on ne peut pas savoir d'où on vient, on ne peut pas la connaître. Il y a quelque chose qui pour moi est très puissant là-dedans. Et il y a la plupart, pas toutes, mais la plupart des sociétés humaines ont un mythe de l'origine. Et ce qui est assez beau, c'est que dans beaucoup de ces mythes, c'est les mêmes éléments qui reviennent. Il y a le noir, il y a la question de l'eau, et souvent il y a une absence de son. Donc c'est surtout le noir et l'eau qui reviennent presque tout le temps. J'en avais parlé un jour avec des anthropologues pour savoir s'ils avaient une idée de pourquoi. Ils avaient été très pragmatiques en me disant que quand il fait noir, on a très peur, et quand il n'y a pas d'eau, on meurt, donc c'est sans doute pour ça que ça revenait, mais je n'ai pas été très convaincu par cette explication. Et c'est quelque chose qui revient à peu près partout. Et par exemple,
dans la société égyptienne, on parlait du Noun, c'était un océan primordial, c'était une énorme étendue d'eau, une immense étendue d'eau qui n'est pas de limite. Il y a une île qui est apparue, et avec cette île sont apparus les dieux, et du coup c'est ça qui a créé la terre. Dans notre genèse à nous, dans la religion, il y a Dieu qui a séparé les flots, qui a créé la mer et la terre, et ensuite il y a eu le fameux « et la lumière fut », il a créé la lumière. Mais quand on va en Amérique du Nord, c'est la même chose, c'est la notion d'eau et de lac, c'est la question du noir aussi. En fait, on retrouve ces mêmes thématiques. Et ce qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est qu'à chaque fois, on parle de l'espace à ce moment-là. On parle de la naissance de l'espace. On parle d'un espace qui est infini, qui est vaste, qui n'a pas de limite, et on crée une limite, on crée quelque chose qui apparaît là-dedans. Ça, c'est la genèse dans beaucoup de ces mythes, qui revient tel qu'aujourd'hui. C'est comment on a créé l'espace, comment on a créé le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et la question qui se passe avec la question du Big Bang, en fait, la question de cette origine, c'est que ce n'est pas tant la question de l'espace, c'est la question du temps. C'est qu'il est possible qu'à ce moment où ça s'est passé, le temps n'avait pas la même notion qu'on a aujourd'hui, et il est possible que le temps n'existait pas. Et pour nous, en tant qu'humains, on n'est pas capable, on n'a pas la capacité de penser aujourd'hui sans la notion de temps. Parce que ça implique forcément un déroulé temporel. Donc on n'est pas capable de penser le monde sans la notion de temps. Et donc on a une espèce de saut conceptuel, de barrière conceptuelle là. Et ça m'avait beaucoup fait penser à quand on avait prouvé plusieurs fois, à plusieurs reprises que la Terre était ronde pendant l'Antiquité, et puis après quand on a pu le prouver au XVIe siècle, quand on l'a reprouvé, on pouvait être d'accord avec ça en fait. On pouvait être d'accord avec le fait que la Terre était ronde, mais on ne pouvait pas en saisir les implications qu'il y avait derrière. Parce que c'était trop nouveau, parce qu'il y avait trop de paramètres qui changeaient par rapport à notre expérience quotidienne. Et donc c'était pareil, en fait, il y avait une espèce de saut conceptuel à franchir qu'on n'était pas capable de franchir. Et peut-être qu'aujourd'hui, par rapport à cette question de l'origine, on en est exactement là, à une espèce de saut conceptuel qu'on n'est pas encore capable culturellement de franchir, mais qu'on va devoir franchir. La question ensuite, quand on a... Je vais parler de ce qui va se passer dedans. Donc pour comment je voulais que ça prenne forme, cette idée de projet, parce que c'est très conceptuel, il y avait, je ne sais pas pourquoi, c'était un peu intuitif on va dire, mais je voulais mettre en œuvre une forme de partir du noir, de quelque chose où on est vraiment plongé dans le noir, un peu comme dans ces mythes en fait, de partir du noir. Et si on s'imagine ici dans une salle comme ça, c'est qu'autour de nous, lentement, en fait, dans ce projet, il y a un tourbillon d'eau qui est donc de grande dimension. Donc il y a de l'eau qui commence à s'élever autour de nous en tournant. On est entouré par cette eau qui commence à s'élever et qui va s'élever sur plus d'une dizaine de mètres de haut. Donc on commence à être entouré par une espèce d'énorme colonne comme ça en rotation sur elle-même, un vortex d'eau comme ça, qui dans le projet ne sera pas dévoilé de façon aussi rapide. Il y a toute une espèce de magie qui va se créer autour de ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était en fait une mise en mouvement de l'espace, une mise en mouvement de tout l'environnement qui est autour de nous, et de faire sentir aussi la disproportion qu'il pourrait y avoir si, quand on, je ne sais pas comment dire, mais si quand on regarde le ciel, si on pouvait ouvrir le ciel, voir ce qu'il y avait derrière, et donc se retrouver en fait face à l'espace, et face à une telle disproportion en termes de dimension entre cet espace-là et nous-mêmes, et du coup, à travers cette espèce de masse en mouvement qui est titanesque et qui peut terrifier, de faire aussi ressentir en fait cette disproportion et de pouvoir projeter sur cette question de l'origine et d'en faire une espèce de métaphore. Donc ça, c'était un peu dans la logique artistique, donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Et une des premières questions, ça a été, mais est-ce que, en fait, simplement, physiquement, c'est faisable de faire quelque chose comme ça? Et si oui, de comment le faire? Donc on a commencé à travailler là-dessus, on a commencé à construire une maquette, et c'est là où je vais laisser parler l'un des physiciens, parce que c'est là, en fait, où la collaboration qu'on a commencé à faire, elle a commencé à se produire un peu plus tard que ça. Bonsoir à tous. Je m'appelle Benjamin Favier.
Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Benjamin Favier, donc je suis chargé de recherche au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle l'IRFE, l'Institut des recherches sur les phénomènes hors équilibre. C'est un laboratoire à Marseille qui est sur le site de Château-Gonbert. C'est un laboratoire qui a plusieurs tutelles, donc il y a à la fois des chercheurs du CNRS, comme moi et mes collègues ici présents. Il y a aussi des enseignants-chercheurs d'Aix-Marseille Université. Et donc, la spécialité de notre laboratoire, c'est de travailler sur la mécanique des flux. En gros, c'est dès qu'il y a un fluide en mouvement, ça nous intéresse. Donc, que ce soit de l'air en mouvement, de l'eau en mouvement, c'est un peu notre spécialité. Donc, on s'intéresse beaucoup à la dynamique de l'atmosphère, de l'océan, de tous ces phénomènes-là. Et là, je vais vous présenter de façon assez qualitative un projet scientifique qui, pour des objectifs complètement différents des objectifs d'Eric, des objectifs purement scientifiques, nous ont amené à construire en fait une expérience de laboratoire qui est finalement très très proche, qui a plein de points communs avec ce que veut construire Eric pour des raisons purement artistiques. Donc la finalité de notre projet scientifique, c'est de s'intéresser à la dynamique atmosphérique, non pas sur Terre, mais sur Jupiter, que vous avez représenté en bas ici. Donc c'est un travail qui est fait c'est un travail de thèse, qui est le travail de thèse de Daphné Lebar-Squerier, doctorante en 3e année, et donc on fait un partenariat avec Michael Lebars, qui est ici présent, également de l'IRFE. Donc nous, ce qui nous intéresse, là ici, ce que je vais essayer de vous faire, c'est de vous montrer les motivations scientifiques qui nous ont mené à construire une expérience. Je vais vous montrer, parce que l'expérience est actuellement en cours d'utilisation, donc c'est plus avancé d'un point de vue de la réalisation que le projet d'Eric. Vous verrez après les points communs qui seront, je l'espère, assez évidents. Donc voilà ce qui nous intéresse. Ça, c'est Jupiter vu par la sonde Voyager 1 en 1979. Donc ça, c'est une sonde qui est passée près de Jupiter il y a très longtemps, qui est maintenant l'objet, le fait par l'homme, qui est le plus loin de la Terre. Il est sorti du système solaire depuis. Et ça, c'est ce qu'il a vu quand il est passé proche de Jupiter. Donc c'était déjà des images qui étaient très impressionnantes à l'époque. Alors depuis, on a fait un peu mieux. Il y a une sonde qui s'appelle Juno, qui est en orbite autour de Jupiter, et qui a pris donc toutes ces photos que vous avez sans doute dû voir dans la presse de ces dernières années, donc des photos assez impressionnantes, beaucoup plus détaillées des pôles de Jupiter en particulier, jusqu'à mettre des zooms sur des tempêtes et des vortex à l'intérieur de l'atmosphère de Jupiter. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette observation-là. Donc ça, c'est si, imaginez, vous déroulez Jupiter, vous avez l'axe de rotation de la planète qui est vertical, et là, vous voyez sur ce déroulé des nuages se déplacer de manière alternée. Tantôt ils allaient vers la gauche, tantôt ils allaient vers la droite. Ici, c'est ce qui se passe si vous regardez à partir du pôle. Vous voyez qu'on retrouve cette structure en anneau. Vous voyez que le fluide a l'air de tourner des fois dans un sens, des fois dans l'autre. Il y a une structure en anneau qu'on voit dans les couleurs. Alors les couleurs, moi je ne vais pas en discuter, ça c'est plutôt de la chimie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le mouvement du fluide, le mouvement de l'atmosphère. Et pourquoi en particulier on a cette structure en bande. Donc là, ici on la voit clairement, ici ce que je montre, c'est juste la vitesse de déplacement des nuages en fonction de la latitude. Vous voyez que des fois les nuages vont plutôt vers la droite, c'est indiqué par la courbe blanche, des fois vers la gauche. Et ça, c'est très très stable, c'est pas du tout comme sur Terre. Si sur Terre on avait ce genre de météo, ça voudrait dire qu'à Marseille, le vent est constamment d'est toute l'année. Et après vous montez à Paris, et le vent est d'ouest toute l'année. Et c'est très très stable. Et clairement, il y a une différence entre Jupiter et ce qui se passe sur Terre. C'est pas du tout la même dynamique, et c'est ce qui nous intéresse. Alors, une des questions nous on se pose, c'est que donc, Jupiter, c'est pas comme sur Terre, il n'y a pas un manteau solide, c'est fait entièrement de gaz. C'est assez peu connu l'intérieur très profond de Jupiter, mais en première approximation, c'est pour ça qu'on appelle ça une géante gazeuse, c'est avant tout juste du gaz, donc il n'y a pas forcément de noyau solide à l'intérieur. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on voit en surface, les différentes images que je vous ai montrées. Est-ce que c'est quelque chose qui existe uniquement sur une couche très superficielle, ou est-ce que c'est quelque chose qui existe dans tout le volume de la planète? Ça, on ne peut pas le savoir, parce qu'on voit uniquement la surface de Jupiter qui est opaque. On ne sait pas du tout à l'intérieur en fait ce qui se passe. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est en gros reproduire à l'échelle du laboratoire ce genre de physique. Alors ça, c'est bien évidemment quelque chose de très difficile à faire, puisque Jupiter est une planète qui est énorme, et nous, on va vouloir la faire rentrer dans une planète, un laboratoire qui est de l'ordre du mètre. Donc il va y avoir une réduction d'échelle phénoménale. Bien évidemment, ça va être difficile, mais c'est malgré tout ce qu'on va essayer de faire. Donc la première chose qu'on doit prendre en compte, c'est le fait que Jupiter est une planète qui tourne très rapidement. Ça, on retrouve l'aspect de rotation qu'Eric va utiliser également. Donc Jupiter, un jour sur Jupiter, disons que le
temps que Jupiter met pour faire un tour sur elle-même, c'est 9 heures. C'est plus rapide que la Terre, alors que Jupiter est la planète la plus massive du système solaire. Donc c'est vraiment, ça tourne très très rapidement par rapport à la Terre. C'est un des ingrédients importants. L'autre ingrédient, il est un petit peu compliqué, je ne vais pas l'expliquer en détail, mais il est lié au fait principalement que c'est très dur de construire une planète dans le laboratoire. Okay, donc en fait, on ne va pas avoir une belle sphère qui va ressembler à Jupiter, on va travailler dans un cylindre. Et là, encore une fois, ça va finalement rejoindre ce que veut faire Eric. Au lieu de travailler sur une couche de fluide qui correspondrait à la planète en bas, en fait, on va juste s'intéresser à une certaine partie. Et la petite animation, c'était juste pour vous montrer que si vous prenez une partie du pôle de Jupiter et que vous dépliez, ben finalement, ça ressemble à une cuve cylindrique remplie d'une couche d'eau, mais qui n'a pas d'un niveau constant. Cette variation du niveau qui est très importante. Ça, c'est quelque chose qu'on va conserver et qu'Eric aussi va utiliser. Et enfin, le dernier ingrédient, c'est comme vous avez vu sur toutes ces images, Jupiter, c'est quelque chose de très dynamique. Ça bouge dans tous les sens, il y a plein de tourbillons, plein de perturbations, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on va mettre dans notre expérience. Donc voilà au final à quoi ça ressemble. Alors c'est la même qu'on appelle le jacuzzi, parce que vous allez voir, ça ressemble à une sorte de jacuzzi. Alors pour vous donner une idée, ce que vous voyez en noir, c'est notre table tournante, c'est ce qui maintient le système en rotation. La cuve fait environ 1 mètre de diamètre pour à peu près 2 mètres de haut et elle tourne à plus d'1 tour par seconde. Okay, je vais vous montrer un petit film pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors c'est celui-là. Donc voilà à quoi ça ressemble en temps réel. Donc il faut imaginer, c'est une grosse installation, parce qu'environ il y a 400 litres d'eau. Donc en tout, avec le matériel qui est fixé en haut, avec un ordinateur, une caméra, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la tonne, en gros, au total, qui tourne à plus d'1 tour par seconde. Donc ce que vous voyez, la forme particulière que vous voyez au milieu de la cuve, ça c'est justement le fait que la surface de l'eau est libre. Et donc comme dans votre tasse de café, quand vous essayez de le mélanger avec votre cuillère, l'eau a tendance à être plaquée sur les bords, donc il y a moins d'eau au centre, l'eau est centrifugée sur les côtés. Et ça c'est justement ce qu'on veut, ça c'est un ingrédient qu'on veut garder qui est très important d'un point de vue physique. Et c'est ce que vous discernez ici sur la surface. Voilà à quoi ressemble l'expérience. Donc à l'intérieur de cette cuve, ici en rotation, il y a tout un système hydraulique c'est pour ça qu'on appelle le jacuzzi, qui fait une sorte de jacuzzi. C'est-à-dire que vous avez sur une plaque au fond, vous ne discernez sans doute pas, mais c'est une plaque avec plein de trous, un petit peu comme un bain à bulles, qui va en fait faire circuler de l'eau et forcer en fait l'eau à se mettre en mouvement. Ça, c'est la façon pour nous de modéliser le fait que l'atmosphère de Jupiter est dynamique, elle est en mouvement. C'est pas juste une grosse masse de fluide en rotation. Il y a aussi plein de perturbations, plein de vortex, plein de tempêtes dans l'atmosphère. Ça, c'est ce qui est généré par tout ce système hydraulique. Vous voyez, là, ça ressemble à peu près, ça c'est ce que vous voyez quand vous mettez une petite couche d'eau et qu'on active le système de pompe, vous avez ces petits jets qui s'activent. Et la question c'est, qu'est-ce qui se passe dans ce système en rotation lorsqu'on active les pompes qui mettent en marche ce jacuzzi? Qu'est-ce qui se passe du point de vue du fluide? Alors c'est toujours difficile de voir un fluide, ça c'est aussi quelque chose qui va être confronté à ça, comment visualiser un fluide qui est transparent. Alors quand il y a une surface libre, c'est un petit peu facile, mais voir ce qui se passe dans le volume, comment l'eau se déplace en volume, ça c'est plus compliqué. Donc on utilise des lasers qui éclairent des particules que vous discernez ici. Alors ces particules, elles absorbent la lumière du laser, qui est vert ici, et elles réfléchissent en orange. Ça nous permet, avec des filtres, de voir plus que les particules. Donc là vous voyez la vue comme si vous mettiez des lunettes qui filtraient la lumière du laser, et vous voyez juste le nuage de particules orange, ce qui nous permet de suivre ce nuage de particules, et ainsi d'avoir ce genre de film. Donc là vous imaginez, vous êtes monter sur l'expérience en rotation, en haut, et vous regardez à l'intérieur de la cuve, et voilà comment se déplacerait le champ de particules dans le système en rotation. Alors, nous, on traite ce champ brut de particules, ça nous permet de voir la direction qu'a chaque particule en moyenne, comment est-ce qu'il se déplace, et après on peut mesurer, avoir ce genre de film, qui est donc c'est un traitement des données expérimentales qui nous permet d'avoir cette animation. Et donc la couleur c'est quoi? La couleur c'est le sens de rotation du fluide. Okay, donc quand c'est rouge, il faut imaginer que la particule est en train de tourner dans un sens. Quand c'est bleu, elle tourne dans l'autre. Okay, et vous voyez que lorsqu'on filme sur un temps suffisamment long, vous avez ce dessin en anneaux qui apparaît assez naturellement. Vous pouvez compter 1, 2, voire 3 anneaux rouges et 1, 2, voire 3 anneaux bleus
qui se structurent tout seuls, sans qu'on les force dans le système. C'est le système qui s'organise de cette manière spontanée. Et ça va mettre en lien avec ce qui passerait avec Jupiter. Si vous regardez Jupiter du pôle, où les fameuses bandes de Jupiter, lorsque vous les regardez du pôle, ça correspond à ces anneaux concentriques de fluide qui tournent alternativement dans un sens et dans l'autre. Okay. Donc ça, c'était notre objectif, nous, initialement scientifique. Et donc là, à l'heure actuelle, maintenant, ce sur quoi Daphné travaille pour son doctorat, c'est à partir de ce système qui est une sorte de système analogue, simplifié, mais qui malgré tout contient les bons éléments, d'essayer de comparer quelle est la taille de ces jets, est-ce qu'ils persistent dans le temps, est-ce que, de la même manière que Jupiter, on voit des gros vortex comme la grande tache rouge, qui est une sorte de grosse tempête qui existe entre deux jets, est-ce que nous, on en a aussi dans notre expérience ou pas? Maintenant, c'est ça le travail en tant que chercheur qui nous intéresse. Et donc, comme vous avez vu, donc, on a tous ces ingrédients ça je vais passer. On a donc tous ces ingrédients qui ont été réunis pour pouvoir construire cette expérience en vue de reproduire la dynamique de Jupiter, et qui de manière en fait initialement complètement décorrélée, puisque nos objectifs scientifiques étaient au final, on a construit cette expérience avant de rencontrer Eric, ça a été fait complètement indépendamment. En fait, Eric avait cette vision d'un vortex tournant, une structure fluide en rotation rapide qui formerait ce vortex parabolique qui pour des raisons artistiques. Et donc, c'est la rencontre de ces deux projets ici qu'on vous présente. Et je vais donc rendre la parole à Eric. Merci beaucoup. Merci. Donc là, ça c'était une vue au départ qui représentait un peu le projet qu'on voulait faire, avec un peu les notions d'échelle, avec une personne ici par rapport à la hauteur de ce qu'on voulait faire. Et le projet, on n'aura pas cette espèce de... Ce sera un peu différent de ça, mais sur le principe, ce sera la même chose. Donc c'est des gens qui sont sur une plateforme fixe, avec ce vortex qui s'élève autour d'eux. Donc ça c'est le projet qu'on est en train de réaliser. Et c'est un projet dont je pense au début, je n'ai pas pris conscience de la complexité de faire ça. Pour moi c'était un projet qui était assez simple. En commençant à mettre en œuvre, on s'est rendu compte que c'était pour le coup vraiment pas simple. Pour donner une ordre, une idée de masse, donc la masse d'eau en rotation, on est dans les 30-35 tonnes. Et donc la masse totale en rotation, on est plutôt dans les 45 tonnes. Donc quand on a commencé à travailler avec les ingénieurs, en fait, ça revient à mettre un poids lourd à la verticale en rotation à très haute vitesse. Ça, c'est un peu en fait ce dont on avait besoin de faire pour ce projet. Et avant d'en arriver à ça, pour moi, il y avait une dimension aussi artistique. Simplement, est-ce que sur un projet de ce type, il y a entre ce qu'on projette, de ce que ça peut être, et ce que ça va vraiment être, parfois il y a un écart qui est très conséquent. Et donc avant de commencer à lancer un projet comme ça, on a commencé aussi à travailler de notre côté plus sur de l'expérimentation, à voir ce que ça pouvait donner. On ne savait pas aussi à ce moment-là si ça pouvait fonctionner. Donc là, on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Safran. Ils construisent des moteurs d'avion. C'est un des principaux constructeurs de moteurs d'avion. Avec eux, on a travaillé sur la faisabilité technique d'un projet de ce type, quelles pouvaient être les solutions pour ça. Et à partir de là, on a commencé à faire des maquettes. Donc là, c'était quelque chose qui allait contenir entre vortex. Ça, c'était la forme du vortex qu'on avait commencé à reproduire. Ça, c'est quelque chose que nous, on avait fait une impression en 3D. Donc, c'est des panneaux qu'on avait imprimés et qu'on allait aussi mettre sur une table tournante qu'on avait construite de notre côté. Et donc, on mettait un flux de rotation avec ça. Donc, on en était à ce moment-là, quand on a rencontré l'IRFE à travers Patrice. Et ce que disait Patrice, c'est que Patrice est sorti de son bureau, parce qu'en fait, du coup, c'était à peu près le même type de manipulation que ce qu'ils étaient en train de faire ici. La différence, si on a quand même une, c'est que, pour le coup, c'était des ingénieurs, on n'avait pas vraiment anticipé l'impact qu'a la force centrifuge et la rotation. Donc quand on a commencé à le faire tourner, ça a commencé à bouger, on l'a renforcé plusieurs fois, mais en fait, avec les forces en jeu, notre maquette elle a commencé à se disloquer complètement. Donc ça a été mais ça marchait sur le principe, mais c'est un bon test de ce qui pouvait se passer. C'était les plaques qui ont fait la maquette. Et ensuite, j'ai été en résidence donc à l'Émiral, l'institut dont parlait Pascal tout à l'heure, pour travailler avec l'IRFE pendant plusieurs mois. Et c'est là où on a commencé à expérimenter ensemble avec un modèle simplifié. Donc j'ai mis ça en fait, ce
Ce que je trouve intéressant, c'est ce que montrait Benjamin, c'est qu'ils reproduisent le fonctionnement de Jupiter, donc une planète qui est monstrueuse, dans un laboratoire qui est de très petite taille. Nous, on va faire quelque chose qui fait, au total, qui va faire plus de 10 mètres de haut, mais en travaillant avec un simple tournevis, on pouvait reproduire à peu près, de façon plus limitée, le même type de mouvement. Donc, il y avait une cuve c'est une cuve en plastique qui est sur un tournevis tout à fait ordinaire. Et avec ça, on a commencé à simuler, enfin j'ai commencé à simuler, parce que j'avais plus d'expérience que ça, le mouvement de l'eau, le mouvement des gaz qui allaient se produire à l'intérieur. Et donc il y a eu une succession d'expérimentations. Ça, c'est la table qu'on avait construite de notre côté, qui pouvait tourner beaucoup plus vite. Et ensuite, on a commencé à mettre donc, ces fluides en mouvement. Et c'est là où on retrouve les mêmes expériences que faisaient Benjamin, Michael, Daphné, que c'est aussi Patrice. Avec ce phénomène de vortex qui se produit. Donc en fait, c'est la force centrifuge qui presse l'eau sur les côtés de plus en plus. Donc on a normalement l'eau elle est plus plate. Donc au départ, on est plus proche de ça, enfin, elle est complètement libre. Et avec la force centrifuge, il y a une espèce de lentille comme ça qui se creuse de plus en plus. Et c'est là aussi pour moi, il y a eu en tant qu'artiste, je ne connaissais pas ces phénomènes, un apprentissage de phénomènes qui sont tout à fait contre-intuitifs. Puisqu'on a ce vortex, et il y a un moment, donc là on commence à le voir, mais là on va le voir, en fait, quand on forme ça, cet endroit-là, donc on a de l'eau en rotation, on a un bac qui est plein d'eau, et cet endroit-là devient parfaitement sec. Il n'y a pas une goutte d'eau au milieu du fluide. Et ça, conceptuellement, pour moi, au départ, c'est quelque chose, j'étais très surpris en fait de ça. On a un endroit sec au milieu de ce vortex, que l'eau finit par être plaquée sur les côtés complètement. Et aussi, j'ai imaginé quelque chose qui serait très turbulent. Et ce qu'on peut remarquer, on le voit avec la vitesse, c'est plus difficile, mais ça fait un miroir parfait, c'est parfaitement lisse. Et ça, moi, je m'attendais à quelque chose de très turbulent, un peu comme quand on voit dans les films de Disney, dans les films d'animation. J'imaginais quelque chose qui allait beaucoup bouger, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est assez calme. Et dans cette notion un peu d'expérimentation, donc là, c'est un peu des détails du plan, mais on a complexifié au fur et à mesure. Donc là, nous, c'était beaucoup moins joli que l'expérimentation que vous avez faite. On avait une cuve pleine, on a bardé du matériel dessus parce qu'on voulait essayer de faire bouger des choses dedans. Mais fondamentalement, c'était la même chose, c'était la même table tournante qu'on voit ici, où on mettait des liquidimentations à très haute vitesse pour recréer ces phénomènes de vortex, donc de tourbillons d'eau. Là, c'est la suite, donc là j'ai commencé à regarder, donc là c'était plus pour moi dans une dimension artistique, puisque ce que je disais au début, il y a ce qu'on s'imagine, et puis il y a quand on essaye. Et donc là, j'avais commencé à travailler avec de la lumière, j'ai commencé à travailler aussi avec des gaz, avec de l'eau, avec ce type de choses. Et ce que je voulais vous montrer là-dedans, c'est qu'en fait, et ça qui est un peu étrange, c'est que là, donc ça c'est une vue de l'intérieur, donc là on est en fond de cuve, avec l'eau qui commence à s'élever, donc c'est très proche de ce qu'on cherche à créer en fait, avec cette élévation de l'eau au fur et à mesure. C'est que, et là je crois que c'est là aussi quelque chose qui m'avait assez marqué, c'est qu'on passe par des phénomènes qui sont quand même des dispositifs qui sont assez pourris, quoi. Enfin assez dégradés, on travaille avec un tour de disque pour simuler quelque chose qui en fait n'a rien à voir avec ça. Mais la finalité, c'est quand même de produire quelque chose qui va être plus poétique et ça demande un effort de projection qui est énorme, un effort d'analogie qui est énorme, comme dans leur travail de physicien. Donc la finalité, on a aussi fait des modélisations, donc ce serait plus quelque chose comme ça, en termes de mouvement de l'eau. C'est ce qu'on aimerait avoir, sachant que le public, lui, il serait donc à l'intérieur, au fond de ça. Et pour donner, voilà, ça serait plus ce qu'on pourrait voir de l'intérieur, on serait entouré par ça, par ce type de choses. Je pense qu'on a encore une. Je pourrais vous aussi montrer un film, mais je ne sais pas si c'est très intéressant. Mais pour moi, ce processus d'expérimentation, c'est assez particulier, parce que c'est des temps qui sont longs. C'est un projet qui est développé déjà depuis presque 2 ans. Donc il y a un processus d'expérimentation au niveau artistique, et que maintenant, là on est en train de rentrer dans la phase de conception au niveau industriel. Et donc ça pose aussi de nombreuses questions au niveau industriel. Parce qu'on essaie de référencer un peu le pouvoir de se renseigner. En fait, un objet de ce type, actuellement, ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été construit. Et donc, ça pose des questions qui paraissent très triviales. Mais au départ, moi, je voulais qu'on fasse tourner ça, je voulais que ce soit le plus silencieux possible, pour des raisons artistiques. Donc, on avait mis ça sur des roues qui peuvent tenir des charges qui sont énormes.
Et quand on a contacté le fabricant, en fait, on s'est rendu compte qu'avec la charge, avec la masse d'eau qu'il y avait, plus la vitesse, en fait, les roues allaient fondre, par exemple. Et du coup, pour l'industriel, ça impliquait de développer une nouvelle solution, en fait, une autre solution pour un projet de ce type. Et là, c'est aussi ce qui les intéressait, c'est que, en termes de collaboration, en termes d'innovation, c'est que ça faisait naître de nouvelles questions pour elles, des problèmes auxquels ils n'ont pas été confrontés encore. Et c'est là où, pour eux, le fait de répondre à ces problèmes, donc c'est un industriel qui construit beaucoup, c'est John Cockerill, c'est un sidérurgiste, ils font des écluses, ils font des centrales solaires, ils font des lignes de production pour les usines. Et en fait, le fait d'avoir des solutions supplémentaires à ce type de problème, ça leur permet, quand ils conçoivent un nouveau projet pour un autre client, d'avoir une gamme de solutions qui est plus étendue et qui va peut-être répondre plus à la demande. Donc il y a une question d'innovation pour eux qui est aussi importante et qui, pour moi, je trouve intellectuellement, est assez stimulante. Et ce type de projet, c'est un peu ce qui est fort pour moi, c'est que c'est un projet qu'on comprend en faisant. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes en expérimentant, il y a beaucoup de choses des éléments artistiques qui ont été ajoutés à la suite de discussion avec Benjamin, avec Patrice, avec Michael, qui ont nourri le projet, qui ont fait naître de nouvelles questions, qui ont été testées et qui ont permis d'alimenter le projet. Et à l'inverse, il y a des choses sur lesquelles j'étais parti. Par exemple, je voulais pouvoir lâcher par exemple des bulles d'air à l'intérieur en grande quantité pour créer des effets de texturation. Je me suis dit qu'aussi ça pouvait créer des effets de creux et de vide. Et en fait, en le testant, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout parce que l'air, avec la vitesse, elle est éjectée. Donc en fait, elle n'arrive pas à rentrer dedans, elle sort tout de suite. Et donc c'est un effet qui physiquement est impossible de faire, mais qui était difficile à anticiper sans expérimenter. Je vais laisser la parole à Patrice sur la partie scientifique parce que c'est un projet qui a aussi soulevé des questions au niveau scientifique et qui peuvent être intéressantes à cet endroit-là. Merci bien. Je vais rebondir sur une phrase que tu viens de prononcer qui est que un fluide en rotation, c'est quelque chose qui n'est absolument pas intuitif. Et en fait, c'est la rotation. C'est quelque chose qui n'est absolument pas intuitif du tout. On sait tous que quand on se promène sur un manège et qu'on essaye, on se rappelle quand on était petit, et qu'on essaye d'aller d'une voiture à une autre, en fait, on est dévié parce qu'il y a des forces qui agissent. Il y a la force centrifuge, qui est la force qui nous plaque sur un rayon à l'extérieur, quand on est dans une voiture qui tourne, par exemple, on sent cette force. Il y a aussi une force qui s'appelle la force de Coriolis, qui agit sur les corps en mouvement et qui va dévier, c'est ce qu'on appelle la déviation vers l'est, si ça vous dit quelque chose. Donc les mouvements en rotation sont vraiment pas des choses très intuitives, et c'est un peu la spécialité de notre équipe d'ailleurs, nous travaillons sur les fluides en rotation. Et j'aimerais bien vous faire sentir ça, et après je développerai peut-être une question que nous avons soulevée à la vue du projet de Eric. Et j'ai amené ici avec moi des petits objets solides. Et vous allez voir que des choses assez simples, qui sont des toupies, peuvent présenter des choses. Je vais les mettre au milieu, là, et après on pourra jouer avec si vous voulez. Alors, ce genre de toupie s'appelle une toupie celte, parce qu'elles ont été trouvées dans des régions où les Celtes habitaient il y a quelques milliers d'années. Et vous allez voir comment elle se comporte. Donc celle-ci est en bois, j'en ai une petite là qui est en plastique bleu. Et vous voyez qu'elle se présente comme ça. Et cette toupie, je vais la faire tourner. Donc, quand je la fais tourner dans ce sens, vous voyez, il n'y a aucun problème. Elle tourne comme un morceau de bois normal que je fais tourner. Je l'arrête. Et je vais essayer de la faire tourner dans l'autre sens. Et là, elle ne veut pas. D'accord ? Donc simplement cet objet, qui évidemment est taillé d'une manière spéciale, elle n'est pas tout à fait symétrique, va refuser de tourner dans une des directions, il va accepter de tourner dans une autre. Alors en fait, ce qui se passe, qui est même un petit peu plus compliqué, c'est que vous voyez, si je la fais basculer sur elle-même, comme ça, elle tourne. Donc j'ai un mouvement oscillatoire qui s'apparente à une oscillation par rapport à un axe qui est horizontal, et va se transformer en une rotation par rapport à un axe qui va être vertical. Et donc ça, c'est, à mon avis, certainement aussi complètement non intuitif. Alors ça, c'est une toupie celte. Je ne connais pas le nom en français de celle-ci. En anglais, ça s'appelle le tip top.
Et il y a une photo très connue de Bohr, de l'atome de Bohr, qu'on trouve sur Internet, où il joue avec ce genre de toupie. Je vais essayer de vous la montrer. Donc c'est une toupie qui est une sphère, qui a été creusée, donc elle est un petit peu creuse, et il y a un axe qui a été implanté sur la sphère. Donc je vais essayer de vous la faire marcher également. Vous allez voir ce qui se passe si j'arrive. Donc je la fais tourner. Et hop, vous avez vu, elle se retourne. Je vais recommencer. Là, le sol est un peu glissant peut-être. Alors ce qui se passe, c'est que la toupie tourne et ce mouvement est instable et la toupie va se retourner et va tourner sur le petit axe. On essaie là-dessus. On va réussir à la faire tourner. On pourra peut-être jouer un petit peu plus tard avec. Les expériences, c'est comme ça, hein, quand on les montre aux élèves, on les rate toujours. Et puis je vais vous montrer une dernière toupie que nous avons fabriquée au laboratoire et qui va me permettre de montrer le film suivant si Eric, tu veux le préparer. Donc c'est une toupie, c'est une simple boule qui n'est pas symétrique du tout. D'accord ? Donc c'est pas un ballon de rugby, ou c'est un ballon de rugby si vous voulez, mais qui a été aplati. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle un ellipsoïde de 3 axes. D'accord ? Et je vais essayer de le faire tourner par rapport à cet axe ici. Et normalement, il y avait un petit non, encore. J'ai perdu. Il y avait un petit scotch rose, mais on a dû le perdre en jouant avec tout à l'heure. Donc là aussi, je vous invite après à venir jouer avec. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais le lancer sur cet axe de rotation comme ça. Et cet axe de rotation, la toupie ne l'aime pas, il est instable. Et la toupie va se retourner, va venir sur l'axe de rotation opposé, mais elle n'aime pas plus, et elle va continuer à se retourner comme ça. D'accord ? Donc je ne sais pas si ce sera très visible, mais en fait, la toupie passe son temps à faire ce mouvement-là. Et en fait, donc, là, on jouait avec des solides. Et il se trouve qu'avec les fluides, on peut faire certaines analogies, et qui vont nous montrer exactement les mêmes phénomènes. Et là, vous allez voir qu'on va tout doucement arriver vers des questions pour le projet dérivé. Donc, ici, c'est une boule de fluide qui est dans un cylindre transparent. Ça paraît énorme, hein, ça fait bien 2 mètres. Là. Mais en réalité, c'est une balle de ping-pong. Donc, c'est une balle de ping-pong que nous avons moulée dans un cylindre en silicone transparent. Et ensuite, on fait un peu de chimie pour faire disparaître la balle de ping-pong et on se retrouve avec une sorte de bulle creuse dans le silicone qui est solide, mais élastique. On va mettre en rotation cette boule qui est remplie d'eau et dans l'eau, nous avons mis des petites paillettes pour pouvoir visualiser le mouvement de l'eau. Et avant de la mettre en rotation, on va disposer, et ce sont ces choses ici, 2 cylindres de chaque côté, qui vont comprimer légèrement de quelques dixièmes de millimètres, qui vont comprimer la sphère. Donc la sphère ne sera pas tout à fait sphérique, ça va devenir un ellipsoïde maintenant. C'est un petit peu, s'il y avait une bouteille d'eau tout à l'heure, c'est un petit peu comme si on faisait tourner cette bouteille, et pendant qu'elle tourne, je la pince. Okay. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc on peut regarder ici. Merci. Donc, on a un premier temps, on voit que l'extérieur se met en rotation, entraîné par les parois de cette sphère, qui est légèrement déformée, et ces particules s'orientent pour montrer l'axe de rotation du fluide. Et ce que vous observez, c'est que l'eau n'accepte pas de tourner par rapport à l'axe que j'impose. L'eau va vouloir tourner par rapport à un axe horizontal. Tout à fait comme la toupie de tout à l'heure qui refusait de tourner dans un sens, vous savez, et puis qui changeait elle-même de sens. Donc voilà, quelque chose qui est complètement non intuitif. Et nous avons beaucoup travaillé sur cette expérience. Et on peut même imaginer qu'en géophysique, quand on regarde les noyaux planétaires, par exemple le noyau de la Terre, on peut imaginer que les déformations de la Lune ou du Soleil induisent une ellipticité sur la sphère Terre et que le noyau interne qui est rempli de fer liquide puisse voir ce genre d'instabilité. Donc cette instabilité, avec Michael, nous y avons travaillé pendant plusieurs années. Donc,
Pourquoi j'ai pensé à ça en voyant le projet de Eric? Tout à l'heure, il vous a montré en effet que quand il faisait tourner son cylindre à grande vitesse, par la force centrifuge, l'eau était repoussée sur les murs. Et en faisant quelques calculs, et aussi sans doute avec une intuition, je me suis dit, mais est-ce que cette instabilité ne pourrait pas se produire? Et en effet, elle pourrait se produire si une ellipticité non contrôlée de son conteneur existait. Et donc il y a eu un retour du projet artistique vers la science, et nous avons fait des expériences pour essayer d'observer cette instabilité. Nous ne l'avons pas observée, et ça a été un petit peu le feu vert pour que tu puisses poursuivre sur cette direction-là. Mais il y a sans doute, dans certaines conditions, qu'il faudra continuer à creuser, peut-être possibilité d'observer un phénomène de ce type aussi dans un corps qui tourne avec une surface parabolique. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Tu veux? On peut montrer le film de Saint-Jacques. Ouais, on peut le montrer. Voilà, alors, un, deux, hop. Pourquoi je vous montre ces images? Là que Genèse. Imaginons, repensons une minute à cette sphère qui tourne avec l'eau à l'intérieur et légèrement elliptique. Imaginons que nous soyons dans l'eau, ou que nous soyons une particule fluide. Nous allons tourner avec la sphère. Et comme celle-ci a été légèrement déformée, on va ressentir une force qui va nous pousser vers l'extérieur quand on sera sur le grand axe de l'ellipse. Et puis un quart de tour ensuite, on va être poussé vers l'intérieur de l'ellipse. Okay? Donc vous imaginez que 2 fois par tour, vous êtes tiré vers l'extérieur, tiré vers l'intérieur. Et c'est ce mécanisme-là, exactement le même, qu'on appelle une instabilité paramétrique, qui est observé sur l'encensoir de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on peut montrer le film si tu veux, si tu arrives à le caler pour ne pas avoir toute la messe. Alors l'encensoir, c'est cet objet qui fait de l'encens, qui est énorme, donc est mis légèrement l'équivalent de la rotation, on le fait bouger un petit peu. Et regardez à droite, il y a les prêtres qui raccourcissent ou qui allongent la longueur du pendule. D'accord? Et grâce à ce mouvement, c'est exactement le même mouvement que la particule fluide part à l'extérieur et puis qui revient, exactement la même chose, et ils arrivent à faire balancer cet objet qui fait une 50aine de kilos jusqu'à je crois que la vitesse au sol, quand il passe au ras du sol, c'est 70 km/h. Et tout ça avec, vous voyez, une résonance en fait. Et tout à l'heure, notre collègue de la régie, là-haut, me disait, mais c'est quand je fais de la balançoire, je fais pareil. Et oui, c'est exactement ça. Donc voilà. Je vais laisser ça en fond pour l'instant. Donc, pour reprendre sur ce que disait Patrice, autant dire que quand cette instabilité elliptique et le fait que ça pouvait basculer, pour moi ça a été une grosse inquiétude, parce que la différence c'est qu'on a du public au milieu, et donc si ça commence à basculer, on a le public qui part avec, quoi. Donc je suis assez inquiet de ça. Donc Patrice était très déçu, pour être très honnête, je pense qu'on peut le dire quand même, que ça ne se produise pas dans l'expérimentation. Moi j'étais très heureux, je n'avais pas le même point de vue là-dessus. Mais du coup on a pu donc évacuer ça. Donc maintenant on est dans la phase, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, de conception, de construction. Mais en fait ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que en termes de langage, c'est des langages qui sont en soi très différents. Il y a le langage de la physique avec ses équations. Pour moi, je l'exprime à travers des œuvres. Donc pour eux, il y a une question de rationalité. Pour moi, c'est à travers une sensibilité.
Mais la finalité, elle est exactement la même. La finalité, c'est comprendre le monde et c'est le donner à sentir. Et quand on joue avec une toupie, comme tu fais, ou quand on présente une œuvre d'art, en fait, c'est la même chose. En fait, on a un questionnement sur ce monde. Et je pense qu'un des apports de la science, ou que peut avoir aussi pareil la philosophie, que peut avoir l'art, c'est qu'il y a une partie du monde auquel on n'a pas accès à travers l'intuition, et une partie du monde à travers on n'a pas accès à travers notre connaissance initiale. Et du coup, il y a une idée, je pense, pour la science de dépasser ça, de faire appel à des phénomènes qui ne sont pas du tout de ce niveau-là, et pareil à travers l'art, de faire appel, de présenter une autre réalité. Mais c'est exactement la même chose en fait. On la présente de la même manière, mais cette finalité, elle est la même. Elle est de nourrir notre expérience du monde. Et là, moi, ce qui m'intéresse à travers l'art, c'est de la nourrir chez le spectateur. Mais en fait, tout à l'heure, je prenais l'exemple de cette terre qui était ronde et qu'on ne mesurait pas les implications. Et c'est peut-être là qu'il peut y avoir cet intérêt de collaboration entre l'art et la science. C'est que pour moi, ces phénomènes non intuitifs, ça a nourri ma manière de raisonner, ça a nourri le projet. Mais inversement, c'est possible que des projets artistiques puissent nourrir une intuition d'un monde qui est en fait différent du nôtre. Et peut-être qu'en fait, c'est le vrai monde. Et que peut-être qu'on a besoin de cette vision différente pour pouvoir continuer à progresser en termes de recherche, pour pouvoir continuer à appréhender notre réalité. Donc c'est là où, pour moi, il y a quelque chose qui est très, très similaire dans le processus, bien sûr, à travers l'expérimentation, à travers le fait d'essayer d'échouer aussi, de reprendre, de repréciser, mais même en termes de finalité. Même avec des domaines qui, a priori, n'ont rien à voir. Je veux dire que je travaillais avec vous pendant 5-6 mois quand vous parlez, donc j'arrive toujours pas à lire une équation. Je commence à comprendre un peu plus les concepts quand vous en parlez, le nombre de fraudes et tout ça, je vois ce que c'est, mais sans savoir ce que c'est en fait. Mais en fait, il y a quand même un endroit où ça se touche de façon assez forte et intéressante. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que c'est toujours super compliqué d'en poser maintenant, juste après, mais... Ah, alors attends, parce que là, on a un protocole, je te dis pas le protocole. Je vais prendre un mouchoir. Non, mais la question sera simple. Tu peux prendre. Oui. Comment, dans l'installation finale, comment est-ce que vous imaginez l'entrée du public à l'intérieur On entend, c'est bon, je pense. Non, je crois que c'est bon. Enfin, à moins que ça soit important pour vous. C'est en live aussi. Alors en fait, cette question, on a travaillé avec Safran au départ. En fait, ils ont pensé le système, mais ils évoquaient le truc de porte. Parce qu'en fait, c'est des industriels, et pour eux, on parle d'un truc comme ça. Donc, il n'y avait pas de possibilité de rentrer. Donc ça, on a quand même fait remarquer que c'était important pour nous. Donc, dans le... Enfin, je ne vais pas revenir, mais imaginons que ça, c'est la structure, comme ça. En fait, l'eau, elle est stockée en bas. Et donc, les gens vont rentrer avec une plateforme sur le côté, qui est... Je vais enlever ce masque, j'ai le droit de l'enlever. Donc, en fait, ça c'est le niveau du sol, la ligne bleue qui est ici. On a une structure qui est posée dessus. Et en fait, on va avoir une surélévation, comme tu as un escalier ou une rampe, qui est ici. Et donc, on aura des portes sur les parois de la structure pour pouvoir rentrer à l'intérieur directement à l'extérieur. Et en termes de pression, parce que du coup, c'est là en fait où on rentre, c'est en rentrant dans les détails du projet qu'on se rend compte de ce qui est en jeu. La pression sur la porte, c'est 6 tonnes. Donc, c'est pas une porte de salle de bain, du coup, qu'on va faire, c'est une porte qui est étanche, qui doit être verrouillée quand ça tourne, et pour pas que l'eau puisse partir et pour assurer la sécurité de l'installation. Mais il y a quelque chose qui m'échappe, parce que quand ça sera en rotation, le public sera dans la zone sèche que vous avez mentionnée, ce qui est prévu. Oui. Mais tant que ce n'est pas en rotation, il n'y a pas de zone sèche. Donc, en fait, vous avez ça c'est le niveau du sol, et la structure, elle n'est pas remplie d'eau entièrement, elle va être remplie d'eau par exemple à 20%. Et donc le public, on le fait rentrer juste au-dessus de ces 20%. Et quand ça va pas se créer une parabole, donc c'est créé une forme de ce type-là. Et donc l'eau est plaquée sur les côtés. Et donc l'eau. Ah d'accord. Ouais. Et dans le problème physique qu'on avait, c'était est-ce que la forme de la parabole est sûre que ça ne touche pas les bords de la plateforme.
Donc le public rentre vraiment avant la mise en rotation. Exactement. Oui, je pensais que peut-être il rentrerait par le dessous au moment où... Et il est en surélévation par rapport... Et un peu en surélévation, voilà. Oui, alors, il est en surélévation parce que nous sommes sûrs de ne pas les noyer. C'est un peu pragmatique, mais c'est qu'en fait, si quelqu'un débranche, s'il n'y a pas de courant généralisé, la structure va ralentir, l'eau va descendre, et le public restera toujours au sol. Voilà, c'est ça. On avait pensé à une plateforme qui pouvait bouger, mais en fait, ça posait un problème de sécurité, donc ça, on a évité ça. Et sur le fait de rentrer par-dessous en rotation, les vitesses sont importantes, les masses sont importantes, donc c'est possible. Et la difficulté, c'est que pour les faire passer par en dessous, il fallait surélever l'ensemble de la structure. Et donc là, on y a réfléchi, mais ça veut dire qu'il faut qu'on surélève 50 tonnes en rotation sur des piliers qui sont fixes. Et tout est possible, enfin, en soi c'est possible, il n'y a pas de problème majeur à ça, mais ça implique une structure qui est très conséquente et ça implique un centre de gravité aussi qui est très haut, donc ça augmentait les risques pour la structure. Et donc on a écarté cette idée pour cette raison-là. Oui. Quelle est la vitesse de rotation? Ma question est la suivante, c'est que non, c'est bon, je pense que on va encore entendre. C'est bon, l'enregistrement. Ne regardez pas. Oui, j'étais intéressé de savoir quelle était la vitesse de rotation, notamment si le public se réduit à une seule personne et qui est au centre au niveau de l'axe, il n'aura pas de sentiment d'expulsion vers l'extérieur, vu que lui ne subira pas de force centrifuge, vraiment sur l'axe. Alors, le public, lui, ne bouge pas. Parce qu'au vitesse où on va. Le public sera donc sur une plateforme fixe. D'accord, c'est l'ensemble, c'est le reste qui tournera. Tout à fait. En fait, d'accord, c'est là je ne comprenais pas. Non, c'est ça. Pour atteindre ce qu'on veut faire, ça implique des vitesses de rotation qui sont vraiment importantes. Et on a regardé, en fait, là, la vitesse sur la paroi, à peu près c'est la force qui est exercée quand tu pousses des câbles. Donc pour des gens qui sont pas des cosmonautes, c'est compliqué. Ils sont vraiment centrifugés. Donc non, la plateforme ne bouge pas. Et en termes de perception, par contre, il y a tout le tour autour de lui. Et donc là, ça va peut-être poser un problème en termes artistiques et en termes physiques pour les gens. C'est qu'en fait, tout tourne, mais peut-être que c'est juste trop excellent. Mais il y a des solutions à ça. Mais en fait, ce qui est très. Les endroits qui sont très inconnus avec ce projet, c'est qu'on ne va pas pouvoir déterminer ça avant d'être à l'intérieur. On a fait des simulations, mais quand vous savez que ça tourne vraiment, c'est. Est-ce que vous pouvez faire une perception de la chose avec de la lumière pour commencer? Quand vous dites qu'effectivement il peut y avoir un trouble, il peut y avoir des troubles d'ordre d'équilibre personnel, c'est-à-dire que même si le corps n'est pas mis en mouvement, la perception va générer le déséquilibre. Est-ce que vous pouvez le faire avec simplement une forme lumineuse, c'est-à-dire qu'on va simuler ça sans qu'il y ait la masse d'eau? Et ensuite j'ai une deuxième question, c'est vous envisagez ça pour combien de gens? Quand on parle du public, c'est combien? Alors, par la première question, c'est possible. Et en fait, j'ai déjà expérimenté dans le projet précédent, donc avec les rayons que je montrais au départ. En fait, c'est créé un effet de tunnel. Et dans le projet précédent, ce qui m'intéressait en termes spatial, c'est de créer une espèce de trou noir. En fait, les gens rentrent et ils savent, ils sont dans un trou noir. Ils ne voient pas l'espace. Donc en fait, ils ne savent pas si c'est un espace qui est minuscule ou gigantesque. Et du coup, moi, ce qui m'a passé là-dedans, c'est qu'on reconstruit un espace à travers la lumière. L'espace devient la lumière. Et ça donne l'impression que l'espace est plusieurs centaines de mètres de long, par exemple. Ça donne l'impression qu'on flotte. Et du coup, ça devient le seul référentiel, exactement comme on pourrait l'avoir ici. Et c'est un problème. Quand ça tourne, moi je l'avais fait pendant la création, donc je travaillais tous les jours dedans. Donc j'avais quand même l'habitude de ça, avec certaines vitesses de rotation. En fait, on tombe. Et c'est impossible de ne pas tomber. Et j'ai essayé avec d'autres gens, et des vitesses où on est légèrement désorienté, et des vitesses où les gens tombent et on ne peut rien faire. Et ce qui est quand même assez fort là-dedans, c'est que, en fait, ce qui nous fait tomber, c'est de la lumière. En soi. En fait, ce qui nous fait tomber, c'est l'immatériel. En fait, il n'y a rien qui nous fait tomber.
personne ne pousse, le sol ne bouge pas, on est comme ça, et on tombe. Et ça, c'est assez dingue. Et donc là, dans quelque chose de ce type, je pense que ça va être la même chose, a priori. Il y a quelque chose qui va être peut-être encore plus fort, mais moi qui m'intéresse par rapport à cette question de l'expérience, c'est que là, il y a une masse qui est physique, qui est réelle, et que du coup, ça peut créer un peu une appréhension. Ça peut aussi donner envie de toucher, par exemple, à ça. Parce que là, je pense que c'est un peu comme quand on va sauter en parachute, quoi. Les gens se demandent si on va vraiment le faire, et peut-être qu'on va le faire, puis on est excité, puis on a peur. Et puis, en fait, il y a plein de questions qui se passent, mais qui engendrent un rapport physique avec l'action. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans ce projet. Du coup, je l'ai expérimenté comme ça, mais là, en réalité, c'est pareil, il y a la question du son. Quel son ça va faire? On a des estimations sur certains paramètres. Le moteur, on sait quel bruit ça va faire. On sait qu'on peut l'enregistrer. Peut-être que ça va faire vraiment beaucoup de bruit. C'est pas du tout mon souhait. Comment on peut travailler dessus? On a des inconnus par rapport à ça. La deuxième question, c'était quoi? Le nombre de gens qu'on veut mettre. Pour l'instant, c'est 15 personnes à la fois. Donc on enchaîne tout le temps. C'est des séances qui sont enchaînées en permanence pour avoir, bon, ça, c'est quand même faire rentrer des gens sur la journée entière. Et pour l'instant, les 15 personnes, on peut, en fait, légalement, avec un espace, on peut monter à beaucoup plus que ça. On pourrait mettre presque le double. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, on dit ça vraiment aux gens avec qui on travaille. Pour l'instant, je suis plus c'est 15 personnes. Peut-être ça va être plus, mais là, c'est pareil, il faut qu'on se rende compte. Est-ce que l'espace est suffisant? Est-ce qu'on a besoin de plus, de moins? Peut-être qu'on va pouvoir faire rentrer plus de gens, peut-être qu'il faut qu'ils soient assis, peut-être qu'il faut qu'ils soient debout. Mais ça, moi j'ai des envies bien sûr par rapport à ça, j'ai des a priori, mais en fait, je ne sais pas si c'est ça. Donc on va essayer avec quelques personnes. Je pense qu'on va avoir très peur, comme ça on va rentrer. On va tester bien sûr, mais il y a quand même une attention forcément. Et puis après on va tester à 15 personnes, et puis on va voir si il faut qu'on teste en réalité. C'est la dimension un peu et qui peut être inquiétante en fait, mais il y a une dimension vraiment expérimentale sur un projet comme ça et qui mobilise en même temps des énergies et des moyens qui sont très conséquents, mais il y a des choses où on peut pas savoir. C'est pour ça que je dis 15 personnes pour t'assurer que ça va être ok. Peut-être ce sera plus, mais je ne veux pas m'engager pour l'instant quelque chose où on n'a pas de certitude là-dessus. Et par contre, sur des journées entières, où on arrive quand même à faire rentrer 400 personnes par jour. Merci. Merci. Alors là maintenant vous êtes dans la phase où vous allez commencer à construire l'installation grandeur nature. Vous avez les budgets pour ça avec Safran ou vous êtes dans quelle phase pour la prochaine? Ça c'est les questions. Donc là on est sur la fin de la conception. Il nous reste encore un mois et demi sur la conception, 2 mois. C'est un projet sur lequel on est très prudent, aussi pour des questions de sécurité. Donc là, par exemple, tous les calculs qui ont été faits, on les a fait revérifier par un bureau d'études extérieures pour être sûr qu'on se met sur le paramètre. Donc là, dans ces calculs, ils ont été vérifiés 3 fois par des gens qui sont vraiment très compétents, il y a le bureau d'études dans tout le travail, un bureau d'études extérieures. Donc là, on est dans cette phase-là. On a encore un mois et demi pour vraiment tout finaliser. Là, mais aujourd'hui, on sait à quoi ça va ressembler, on sait comment ça fonctionne. On a les dimensions, les portes, on a quand même beaucoup d'éléments. On est en train de finir d'imposer toutes les normes européennes par rapport à l'économie publique, par rapport à ces choses-là. Et on va rentrer en construction d'ici 1 mois et demi, 2 mois. La difficulté qu'on a en termes de budget, c'est un projet qui a un budget qui est démentiel, qui est vraiment démentiel. Et c'est en rentrant dans la phase de conception finale, du coup, on intègre, on précise, et du coup, là, il y a des coûts qui ont augmenté de façon considérable. Par exemple, je ne pense pas que ça coûte aussi cher une porte, et là, la porte, c'est 30 000 €. Donc, ça fait cher la porte, surtout sur le deux. Donc là, en fait, il y a une notion de budget.
En théorie, le projet est faisable. On cherche encore des meilleurs partenaires pour le doubler. Sachant que c'est une production qui est très complexe. Donc il y a beaucoup de lieux d'art qui participent, des musées, pas de musées, des théâtres, des festivals. Donc là, on sait déjà que c'est un projet qu'on va beaucoup bouger. C'est montable, démontable à chaque fois. Donc ça, c'est aussi un truc qui est assez lourd. Donc c'est un projet qui est déjà ça. Là, on va déjà montrer dans une période de vie, ça c'est sûr. Et ça m'a, je veux dire, par rapport à cette question de la production et des moyens mis en jeu, à titre personnel, ça m'a beaucoup questionné à un moment, parce que avec l'ampleur que ça prenait, je me suis demandé, mais est-ce que c'est essentiellement, il y a beaucoup d'argent public, il y a aussi beaucoup d'argent privé en fait, sur le projet de les entreprises, et dans les cas, c'est quand même, en fait, tel que moi je le perçois, à titre personnel, c'est en fait, c'est une société qui met des moyens, en fait, à l'échelle de cette société qui met des moyens dans un projet comme ça. Et est-ce que ce projet-là en vaut la peine? Je n'ai pas de réponse à ça, vraiment ça je ne sais pas en fait. Ça m'a vraiment questionné. Est-ce qu'il y a un moment où on doit mettre tellement de moyens pour faire un seul projet? Donc ça je ne sais pas, j'en ai parlé avec les gens qui finançaient. Ce qu'on a estimé, c'est qu'en termes par rapport au nombre de fois qu'on le montre, déjà actuellement, on sait qu'on va le montrer à environ 80 000 personnes déjà. Ça, c'est déjà ce qui est sûr. Du coup, moi, ça m'a quand même fait relativiser dans le sens de. Après, on peut espérer que le projet va être bon, mais ça c'est une œuvre d'art. En fait, concrètement, on ne sait rien avant de l'avoir achevé. Enfin, on ne peut pas savoir. Elle peut être très bien même pendant la phase de création. Et au moment où on la finalise, on fait le dernier choix, en fait, c'est ce qui fait qu'elle va pas marcher. Donc, ça, il y a toujours cet inconnu-là, mais qui est propre à la création de l'œuvre d'art. Mais au moins, on s'est dit, en termes de potentiel, il y a quand même des gens qui vont pouvoir profiter de ce projet. Sachant que l'avantage de travailler avec des industriels comme ça, c'est qu'ils ont demandé combien de. Parce que moi je travaille vraiment déjà du spectacle. Et là, ce que j'ai découvert, c'est que les normes du spectacle et les normes industrielles, c'est pas du tout les mêmes. Et que, donc, par exemple, moi, ils m'ont demandé combien de jours on a exploité en tout. C'est très difficile de répondre. J'ai commencé à donner un chiffre qui était assez élevé, en se basant sur ce qu'on avait et puis sur ce qu'on pensait. Et là, j'ai dit, ah non, c'est OK, parce qu'en fait, pour eux, quand ils construisent une machine, la base, c'est qu'elle doit être garantie pour 30 000 heures. C'est 30 000 heures d'exploitation. Et 30 000 heures d'exploitation, même à plein temps, en fait, ça fait quasiment 10 ans d'exploitation, donc c'est des temps qui sont très longs. Et ça, dans le milieu du spectacle, il n'y a personne qui va garantir un truc qui va construire, c'est juste pas possible. Et eux, c'est leur standard, donc ça aussi, il y a une durabilité de l'objet. Les entretiens, bien sûr, on va faire beaucoup de choses, mais il y a une durabilité qui fait que si le projet en vaut la peine, si au final il est intéressant, qu'il est fort, qu'il touche les gens, normalement, l'effort potentiellement peut en valoir la peine. Mais ça reste une question qui m'a questionné, et il y a des moments où ça me questionne encore. Parce que même, là, on parle en termes financiers, mais par exemple, qu'est-ce qui justifie, sur un projet comme ça, que les généralistes prennent ce travail? On peut l'argumenter à plein d'endroits, mais en fait, qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui justifie qu'une entreprise, parce que là, il y a 6 ingénieurs qui travaillent dessus, ils ne sont pas tous à plein temps, mais ça fait quand même un temps d'ingénieur qui est très conséquent. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est du temps de travail. Et je ne suis pas opposé de tout à ça, d'ailleurs, je le fais, je ne vais pas m'opposer à ça, mais c'est toujours quelque chose qui questionne en termes de moyens humains et de ressources qui sont mis pour faire une bonne œuvre. Enfin, je ne sais pas si on peut discuter. Il n'y a pas de problème, on peut revenir après dessus. J'ai l'impression que votre dispositif se place un peu dans le milieu de fêtes foraines. Là, c'est très noble. Là, on voit vous êtes chorégraphe, vous êtes artiste, et les physiciens attaquent au grand problème de la compréhension astronomique. On est assez loin de la simplicité, du plaisir qu'on peut prendre, aller sur la fête foraine. En fait, c'est particulier votre dispositif, mais quelle relation vous avez, là j'adresse des questions à vous, artistes, et aussi aux physiciens du système hors équilibre, quelle relation que vous avez avec les phénomènes qu'on peut voir dans ce milieu-là? Je peux ajouter une autre... Du coup, je vais commencer. Il y a une proximité, c'est clair.
en termes de logique, et sur le côté spectaculaire de cet objet. Cette proximité, moi, je suis très vigilant à ça, parce qu'en fait, ça m'intéresse. Si c'est une attraction, c'est quelque chose qui m'intéresse. En fait, moi, il y a un truc dans l'attraction qui est très un moment, qui est très fort, qui est très chouette, et que j'aime bien, c'est personnel. Mais là, pour moi, la différence, c'est que j'ai envie que ça puisse amener ailleurs. Il y a quelqu'un qui m'en avait parlé. C'est bon, lui, ce qu'il attendait de ce projet, c'était un directeur technique d'un festival. Lui disait, mais moi, ce que j'attends de ce projet, c'est que quand je sors, je puisse regarder le ciel différemment. Et c'est une ambition gigantesque. Et je pense qu'il y a un endroit où ça dit quand même bien, en fait, où est l'intérêt. Et c'est pour ça que, sur la question, par exemple, je posais sur la question du nombre de personnes qu'on met à l'intérieur, en fait, si on était dans une logique de fête foraine, et si on a regardé comment ils faisaient, ça durerait 5 minutes. Il faut faire rentrer les gens toutes les 5 minutes pour rentabiliser. Actuellement, au départ, on a dit 20 minutes. Maintenant, on est tous sur un format de 30 minutes qui est beaucoup proche d'une forme courte de spectacle. Parce que pour moi, c'est là en fait, où on a la capacité de transformer quelque chose qui est spectaculaire en une expérience, quelque chose en fait, qui va dépasser ce côté spectaculaire. Et le côté spectaculaire, en soi, pour moi, c'est un effet. Et je n'ai pas de problème avec cet effet, parce qu'il permet de toucher d'autres gens que les musées et les théâtres peuvent toucher d'habitude. Un projet comme ça, si on le met sur la grande place d'une ville, évidemment, il y a plein de gens qui vont venir à un projet comme ça, et qui ne vont pas être le public classique des musées, qui ne vont pas être le public classique des théâtres. Et ça, pour moi, en fait, c'est très positif. C'est extrêmement intéressant, c'est très positif. Et par contre, il ne faut pas qu'on propose, enfin moi, on peut leur proposer, mais mon intérêt, c'est pas de leur proposer quelque chose qui soit le domaine de l'attraction, c'est de proposer quelque chose du domaine d'une expérience qui soit beaucoup plus profonde que ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette question de durée, et que dans ce projet-là, en fait, il y a ce qui se passe à l'intérieur de l'œuvre en elle-même, mais sur le projet précédent, ce qu'on a remarqué, c'est que quand les gens sortaient, ils n'avaient pas envie de revenir tout de suite à l'extérieur, de tout de suite passer à quelque chose d'autre. En fait, les gens avaient besoin de se poser, ils avaient besoin de parler, et du coup, dans la pièce, ça fait partie en fait du projet, la manière dont on accueille les gens, ça fait partie de l'œuvre d'apprendre. Donc on a, par exemple, dans le projet précédent, il y a 4 pages qui expliquent ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, quand les gens ils sortent, il y a une manière de les approcher, de les regarder, une manière de les toucher, en fait, il y a tout un protocole, et qui fait partie de l'œuvre, parce qu'en fait, les gens ils partagent ce qu'ils ont vécu, ils échangent, et ils repartent aussi avec ça. Ils repartent autant avec ça qu'avec ce qu'ils ont vécu. Et dans ce projet-là, ça va être la même chose. Quand ils sortent, en fait, c'est ça pour moi quelque chose d'important dans ce projet-là. Quand ils sortent, en fait, le projet va finir. Ils ont vécu ça, donc on pense qu'on va sortir, ça y est. Mais en fait, c'est encore quelque chose de supplémentaire, les gens peuvent se poser, donc c'est un espace qui est prévu pour ça, individuellement, et qui est une prolongation de ce qui a été vécu, pour pouvoir se l'approprier, si les gens ont envie, bien sûr, il y a une éducation à ça, il y a cette possibilité-là. Et c'est pour ça que pour moi, j'aimerais qu'il y ait quand même plus que ça. Et c'est par rapport à cette question que c'est un spectacle scénarisé, c'est-à-dire que c'est pas oui. Seulement l'impression de tout moment qu'on a autour. Oui, en fait, quand je dis j'ai la danse, j'ai fait des spectacles normalement. Dans ce projet-là, il y a une dramaturgie, en fait. C'est une évolution. Vous ne rentrez pas dedans pour voir le même effet pendant 30 minutes et vous sortez. Il y a beaucoup de choses différentes qui se passent en termes de sensations, de perception, d'effets. Du coup, c'est là, pour moi, où, en fait, il y a une forme de narration qui est purement visuelle, mais il y a une forme de narration et qui questionne. Et pour moi, la finalité, ce qui m'intéresse dedans, c'est de questionner sur le fait qu'en fait, on ne sait pas. Et d'accepter qu'en fait, il y a des choses qu'on ne sait pas et que ce n'est pas un problème. Quand on accepte qu'on ne sait pas, c'est le moment où on va chercher. C'est le moment où on sort, on commence à explorer, mais que c'est difficile d'accepter quelque chose qu'on ne sait pas. On a toujours envie de savoir et de trouver une explication à ça, même si elle est fausse. Donc ça, pour moi, il y a aussi cette relation-là. Donc je ne sais pas si ça répond. Mais la narration, elle va être faite sous quelle forme? En faisant varier la rotation, ce genre de choses? Là, il y a beaucoup de possibilités là-dedans. Il y a une partie de la lumière aussi, il y a la texture de l'eau, il y a beaucoup d'éléments sur le son. Qui vont varier. Comme quand on va voir un spectacle, en fait. Vous avez quelqu'un sur scène, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, et donc ça va être dans cette logique-là. C'est une forme. Et pour moi, c'est la nuance entre l'expérimentation, un dispositif, et l'expérience. Et c'est pour ça qu'il y a cette durée et qu'il y a cette construction. Ce que je trouve intéressant, là ça va être très intéressant de votre collaboration
la confrontation entre les temporalités, c'est-à-dire que vous êtes attaché à un spectacle, à la perception culturelle qui a son durée, ses rituels aussi. Et je ne suis pas physicien, mais j'imagine que quand on est physicien, on est beaucoup plus libre de travailler sur des échelles temporelles. On peut travailler sur une fraction de seconde, comme on peut travailler sur des milliards d'années. Et ça, je trouve c'est fascinant que vous êtes en quelque sorte très, très traditionnaliste dans les designs de l'expérience temporelle. Et face aux physiciens qui vont, j'imagine, que beaucoup plus mobiles dans les choix de leur échelle temporelle. Oui, bon, c'est vrai que la taille de la machine nous impose une échelle temporelle, la vitesse de rotation, etc. Maintenant, il va y avoir tout le côté art et création qui va développer la lumière, les sensations. Donc la relation du public avec cet objet va lui permettre de découvrir des choses, et pourquoi pas de découvrir des choses qui iront vers un aspect scientifique. Le projet, tu l'as appelé Genèse, ce n'est pas par hasard, parce que tu as envie aussi que le public s'interroge sur des phénomènes. Et puis il y a aussi tous les phénomènes, en étant beaucoup plus pragmatiques, des flics tournants. On avait envisagé à un moment peut-être d'accompagner cette œuvre, peut-être d'expérimentation ou de modèles beaucoup plus simples pour expliquer peut-être des choses simples en apparence. Tout à l'heure, je vous ai montré des choses qui paraissaient très simples, faire tourner des objets, et des objets qui tournent ont des comportements qui sont complètement étonnants. Et puis il y a un dernier point aussi qu'on peut aborder, qui est que c'est une machine, comme vous l'avez vu, qui est à l'échelle multipliée par 5, ou à peu près ça, c'est ça, 5 x 2 ou 6 x 2, la taille de la machine que Benjamin et Michael ont construit au laboratoire. Et donc il y a aussi, on peut espérer, un retour de ce montage vers des expériences. Donc on a envisagé d'aller faire des expériences scientifiques en se servant de cette machine, qui a des dimensions plus grandes et donc qui nous permettrait sans doute d'aller aborder d'autres questions par rapport au dispositif actuel au laboratoire. Ça me rappelle quand l'IMARA a commencé à Marseille, ils ont invité Peter Richards et toute une équipe de gens de l'Exploratorium à San Francisco. Et j'ai l'impression que, en fait, j'ai vu aussi sur place, là, il y a aussi cette relation que vous êtes en train de vivre à l'œuvre. Est-ce que vous avez regardé si déjà ces expériences sur lesquelles vous travaillez étaient abordées chez eux? Donc quand même, je crois que 40 ans d'existence. Il y a Roger Malina, on en a parlé. Roger Malina, Roger Malina l'a fait venir Peter Richards et ses collègues. On en a parlé aussi. Il a parlé de ça. Mais il m'en avait parlé, mais il trouvait que le projet bleu restait assez éloigné. Mais il voulait avancer. C'est pas une réponse très claire, que vous l'avez dans ce papier pour voir à quel endroit. Donc je n'ai pas cette expérience-là, concrètement. Moi, j'ai juste une question par rapport au langage que vous devez avoir entre vous, parce que je pense que le langage scientifique et surtout cette science-là qui paraît tellement complexe, et ton langage de toi, Eric, je ne sais pas comment à un moment donné, comment est-ce que vous arrivez à vous parler quand ça devient très compliqué en fait? Ah, vous répondez d'abord. En fait, nous déjà, dans notre parcours de chercheur, il y a un aspect pédagogique aussi avec les étudiants, par exemple. Donc, ce travail de travailler avec les gens qui ne connaissent pas ce qu'on fait, c'est quelque chose d'assez régulier. Et puis là, l'avantage, c'est que Eric il avait quand même une vision, il avait sa vision propre, donc il avait une intuition en fait quand même sur ce qui allait se passer, etc. Donc ensuite, on avait ce point commun, cet objectif commun sur le montage final, qui fait que c'était assez, on pouvait se comprendre de manière assez intuitive sur ce qui allait se passer. Alors après, des fois, Eric avait une intuition qui s'avérait être soit fausse, soit il fallait qu'on lui explique pourquoi, parce que ça n'allait pas se passer comme ça. Ça, des fois, oui, ça a pris du temps. Par exemple, Eric a parlé de cette histoire de quand le fluide tourne,
on voit ce beau ménisque se former, et ça fait comme une lentille, un miroir, c'est pas du tout turbulent. Ça, quand tu es arrivé au laboratoire, tu as cette intuition que juste en faisant tourner un fluide, ça allait faire ce vortex tout seul. Et au début, on me dit non, ça va pas se passer comme ça va faire une belle lentille, ça va faire le fluide, toi tu as l'impression qu'il tourne très vite, mais si tu tournais avec la table, ce que tu verrais, c'est de l'eau parfaitement en repos. Ça, Eric a pris du temps parce que ça lui paraissait contre-intuitif, mais petit à petit il a fait des expériences, donc il comprenait ce qu'on voulait dire. Grâce à l'expérimentation, je pense que c'est ça, c'est qu'on arrive finalement à converger, à se comprendre. On n'est pas obligé d'utiliser notre jargon scientifique, et Eric n'est pas obligé de l'apprendre pour qu'on se comprenne. Au final, ça prend du temps, mais on y arrive. J'ai juste une dernière question, c'est la temporalité de ce projet et quand est-ce qu'on pourra rentrer dans ce vortex? Ouais, je pense que j'ai rarement fait un projet aussi long. Donc moi j'ai commencé à travailler dessus, je pense, fin 2017. Donc il y a eu un temps de recherche criminelle, il y a eu une recherche artistique, conceptuelle, il y a eu une recherche avec Safran, une recherche avec l'EFP, donc ça. Et donc là, normalement, il s'est prévu pour en septembre 21, c'est la première du projet. Normalement, il est créé. Mais dans la question que tu posais sur la temporalité aussi, moi, il y en a une qui m'a beaucoup marqué sur laquelle, en général, dans l'artiste, tu peux avoir un projet sur 1 an, 2 ans, 2 ans c'est quand même conséquent, 3 ans c'est vraiment long. Il y a des gens qui le font, il y a des projets qui nécessitent ça, mais c'est déjà un peu rare. Maintenant, quand on est dans le milieu scientifique, c'est pas du tout la même temporalité. C'est-à-dire, étudier un phénomène, ça peut prendre 10 ans, donc c'est normal en fait. Et moi, me dire, 10 ans, ce que je vais faire, en fait, je sais rien, je sais pas si je suis encore de là, enfin, c'est pas du tout les mêmes rythmes. Quand on étudie un phénomène, là, on t'avait dit, ah, mais là, on pourrait mettre quelqu'un qui pourrait étudier ça, peut-être qu'il y a des questions là-dessus. Ah ouais, donc moi, j'ai fait des blagues. J'ai fait une blague en disant, ah oui, c'est quelqu'un qui pourrait travailler dessus pendant 2 mois, quoi. Et la réponse de Benjamin qui regarde, c'est non, là, on pourrait mettre un en master, il faut au moins 1 an dessus. Puis il se reprend et dit, en fait, on pourrait mettre un en thèse qui ferait 3 ans. Et basiquement, il y a des films qui tournaient, quoi. Et donc, c'est quelque chose, c'est parce que c'est pas les mêmes. Il y a vraiment une question de rythme, c'est pas les mêmes rythmes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi, parce que si vous allez dans le monde du spectacle, dans le monde de l'art, vous dire, ok, j'ai un projet, et dans 10 ans, on va commencer à avoir un résultat. Alors, c'est la dernière est vraiment bon. Parce que 10 ans, c'est même. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi. Parce que moi, j'ai tendance à travailler sur des recherches assez longues. Et du coup, ça pose aussi la question de la fait, à un moment, il faut aussi du temps pour la recherche. Et il y a aussi un moment, en fait, on ne trouve pas. Et il faut faire autre chose pour pouvoir revenir dessus. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est dans votre travail, mais qui vient aussi qu'aujourd'hui. C'est pas du tout comme ça. Donc, je vois avec mon entreprise et qui fonctionne actuellement, une temporalité à 10 ans, c'est. Enfin voilà, il faut qu'il y ait une production à un moment. Donc, je suis tous pas loin. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions ou des retours. Enfin, ça peut être aussi un truc très simple, hein, qu'il faut sur n'importe quoi. Et sinon, on peut aussi arrêter. Je voulais faire tourner les Tu connais l'utopie? Non, je ne connaissais pas, non, celle-là longue, là, je ne connaissais pas. Ça a l'air d'être un objet ici, c'est marrant. C'est rigolo, ça c'est vraiment... Ça c'est une utopie très ancienne, cette conception, alors? Oui, c'est ça. C'est juste dans la conception des... Depuis 7. Attention là-dessus.
Moi, je voulais juste remercier les physiciens de l'IRFE et Eric pour cette présentation. Je crois qu'il nous donne bien à réfléchir à la richesse de ces collaborations entre artistes et scientifiques et comment leurs échanges posent à chacun des questions différentes sur ce qu'il est en train de faire, sur comment il le fait, le regard qu'il porte dessus. Et je pense que pour ça, ce projet est très exemplaire, qui nous amène d'une question sur les mythes des origines et la question de l'origine de l'univers jusqu'à Jupiter, en passant par l'utopie et cette notion de fluide en mouvement. Donc merci beaucoup et on est très heureux et merci à l'IRFE d'avoir beaucoup contribué à ce projet. Et merci à vous. Compliqué,